Nissim Zvili, bonjour. Bonjour. Le fils de Sharon a été condamné à 9 mois de prison. Quelle influence cela peut-il avoir sur Kadima et les prochaines élections? Je ne crois pas que ça va avoir une influence directe sur les résultats des élections. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience des hommes politiques, que les hommes politiques doivent respecter la loi exactement comme tous les citoyens de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi spéciale pour les hommes politiques, il n'y a pas de justice spéciale pour les hommes politiques. Chacun de nous doit respecter la loi. Et je crois que ça fait déjà le deuxième exemple. Hier, il y a une députée aussi qui a été, je sais pas, elle a été condamnée, on ne sait pas exactement à quoi, mais quand même qu'elle a été déjà dans une situation assez délicate. Et pour moi, c'est un signe très positif. Ça veut dire que si notre démocratie a un peu dérapé pendant ces dernières années, s'il y a eu un lien trop étroit entre l'argent et le pouvoir, et si la justice a pris conscience de ça, c'est une conscience qui va aujourd'hui être prise aussi par les citoyens de l'État d'Israël, et ça va mener à beaucoup plus de respect de la loi. Est-ce que ça va influencer les résultats des élections? Je ne crois pas, mais je suis sûr qu'à long terme, on ne verra plus des hommes politiques israéliens qui ne respecteront pas les lois. Non, je suis convaincu de ça, vous savez, je suis convaincu que ça va être une leçon qui sera tirée par une immense majorité des hommes politiques, et pour moi c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Tous les partis politiques s'intéressent depuis quelques jours à la pauvreté en Israël. Qu'en est-il du parti travailliste qui veut augmenter le salaire minimum, d'une part, et d'autre part le Likoud qui affirme pouvoir remédier au problème en 3 ans? Comment trouveront-ils les fonds pour financer ce projet? Tout d'abord, c'est vrai qu'on vit un certain paradoxe, parce qu'en Israël, la gauche, c'est pas la gauche, la droite, c'est pas la droite, et la droite politique n'est pas automatiquement une droite sociale, et la gauche politique n'est pas une gauche sociale. Le Parti travailliste, par exemple, il est soutenu par la classe moyenne, par les plus riches de l'État d'Israël. C'est eux qui soutiennent le Parti travailliste et qui ont soutenu la gauche pendant des générations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a une volonté de mettre le problème social sur la table des élections et de le présenter comme un sujet important dans la décision des citoyens pour quel leader ou pour quel parti ils vont voter. Alors c'est un sujet qui a reçu une importance quelconque. Je ne suis pas sûr que c'est une importance qui va être suffisamment décisive sur les résultats des élections, mais je sais que c'est peut-être la première fois que le problème ou les problèmes sociaux, les problèmes économiques et le sujet de la pauvreté va recevoir une ampleur plus importante qu'elle avait jusqu'à présent dans toutes les campagnes électorales. Maintenant, tout le monde comprend que l'État d'Israël ne peut pas continuer dans cette situation. La société israélienne est une société trop petite, dans laquelle on ne peut pas se permettre des fossés sociaux comme ceux qui sont développés pendant ces dernières années. C'est inconcevable, parce que, et je crois que les déchirures qu'il peut y avoir dans la société israélienne au sujet des problèmes socio-économiques peuvent être même plus graves que les déchirures qu'il y a eu chez nous autour des problèmes politiques ou même des problèmes religieux. Quand il y a 20% de la population en Israël qui vit au seuil de la pauvreté, parce que vous savez, des fois on peut gagner 10 shekels de plus par mois et on est au-dessus du seuil de la pauvreté. C'est pour ça que moi je parle autour du seuil de la pauvreté. C'est quelque chose qui est j'ai dit, inconcevable. On ne peut pas vivre avec ça pour longtemps. On ne peut pas vivre avec un taux de chômage si élevé. On ne peut pas vivre avec des fossés sociaux tellement profonds. On ne peut pas vivre avec un système d'éducation qui ne donne pas une chance égale à des jeunes qui ont grandi dans des couches défavorisées. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération après les prochaines élections. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé pendant les dernières années, quand on a réussi à redresser l'économie israélienne, quand on a réussi à reprendre une croissance de 5% par an, on peut se permettre de parler de solutions aux problèmes sociaux. Mais quand l'économie israélienne était tellement détériorée, je dirais, était dans une situation tellement délicate au début des premières années de l'intifada, et quand on a été obligé de consacrer ou de concentrer tous nos efforts
On a été obligé d'augmenter le budget sur la défense, le budget sur la sécurité, le budget sur la lutte antiterroriste. Quand on a été obligé d'augmenter ces budgets, alors on a été obligé de diminuer les budgets sociaux et on n'a pas pris suffisamment en considération les conséquences de ce manque de budget sur les couches défavorisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après les prochaines élections, il faudra trouver cet équilibre. Ce n'est pas un équilibre socialiste d'extrême gauche. C'est un équilibre qui devra prendre en considération une approche économique assez libérale et assez avancée avec les bonnes réponses aux problèmes sociaux et aux besoins des couches défavorisées. Il s'agit donc d'un signe positif de préoccupation. Oui, c'est très encourageant de voir qu'il y a de plus en plus de citoyens israéliens qui prennent en conscience que le problème social est un problème avec lequel on doit essayer de résoudre et on a la capacité de le faire. On ne veut pas continuer dans la situation dans laquelle on se trouve. D'après vous, comment trouveront-ils les fonds pour financer ce projet ? Ça dépend. Vous savez, si la situation sécuritaire et le terrorisme va se calmer, c'est presque automatique qu'on pourra se permettre de diminuer les budgets sur la défense et la sécurité. Et là-bas, c'est les sommes les plus importantes qui se trouvent. Deuxièmement, je crois qu'il faudra essayer de lutter contre tout ce qui est le marché noir, ce qu'on appelle chez nous. Ça veut dire l'économie parallèle, l'économie qui ne passe pas par l'État, l'économie qui ne paye pas d'impôts, l'économie qui ne partage pas et qui ne participe pas au développement de l'État d'Israël et à ses besoins sociaux. Ça veut dire ça, c'est deux éléments. Et le troisième élément, c'est qu'il faudra changer les priorités. Vous savez, ce que le Parti travailliste dit, par exemple, vous avez investi pendant des décennies dans les territoires. Aujourd'hui, il faut arrêter les investissements dans les territoires et utiliser cet argent pour essayer de mener à une situation sociale plus égalitaire, je dirais. Afin de trouver un équilibre. Oui, il faut trouver exactement la question, c'est l'équilibre entre les besoins sécuritaires de l'État d'Israël et les besoins sociaux, et on va le trouver, c'est obligatoire de le trouver. Le monde des affaires perçoit Amir Peretz tel un marxiste radical. Qu'en pensez-vous ? Non, il n'est ni marxiste ni radical. C'est vrai que pendant des années, il était le secrétaire général de la Histadrout, du syndicat, alors il était obligé de présenter les ouvriers, les salariés. Il a fait pas mal, mais je crois que Amir Peretz est arrivé à une maturité dans laquelle il se pose des vraies questions. Parce que c'est vous qui avez posé la question. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas aider les couches faibles et défavorisées. La question, c'est d'où viennent les fonds. Et Amir Peretz comprend très bien que s'il ne va pas permettre à un élan économique de continuer à accompagner l'État d'Israël, ça sera impossible de répondre aux besoins sociaux des couches défavorisées. Ça veut dire qu'il faut soutenir d'un côté, c'est quelque chose de très paradoxal, c'est ça, le nouveau socialisme. On se pose la question, c'est quoi le nouveau socialisme ? Le nouveau socialisme, il est basé sur des éléments libéraux d'une économie qui a son élan, son indépendance, ses initiatives, sa capacité de se développer. Et quand on est capable d'agrandir le gâteau, ce qu'on appelle, on est capable de s'occuper des éléments les plus faibles de la société. Parce que si on va essayer de mener une politique qui risque de diminuer la croissance économique, qui risque de diminuer les initiatives économiques, qui risque de diminuer la liberté de l'économie israélienne et sa capacité de s'épandre un peu partout, ça risque de mener à une situation dans laquelle on sera plus capable de s'occuper de nos problèmes sociaux et s'occuper des couches les plus faibles dans la société israélienne. Avez-vous été surpris de la position de la France vis-à-vis du Hamas ? Non, je dois avouer que personnellement, non. Vous savez pourquoi ? Parce que je connais la position de principe de la France. Et je la connais, et je ne crois pas qu'elle a complètement tort. Vous savez, je me rappelle quand on a mené la lutte dans laquelle on devait inscrire le Hamas dans la liste des mouvements terroristes, presque tous les pays d'Europe avaient déjà adhéré à cette décision. Le dernier pays à adhérer à cette décision, c'était la France. Et il nous l'a dit très clairement, le ministre des Affaires étrangères, c'était M. Barnier, il a dit on le fait
Parce que pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une Europe unie sur des positions politiques. Je veux voir une Europe politique et pas seulement économique. C'est pour ça qu'à la dernière minute, la France a accepté de soutenir l'inscription du Hamas dans la liste des mouvements terroristes. Mais pendant tout ce temps, ils nous ont dit, vous faites une erreur. En fin de compte, ce seront vos partenaires à un dialogue, parce que vous devez discuter et vous devez dialoguer avec vos ennemis. Et si l'autorité palestinienne n'est pas capable d'assumer ses responsabilités et d'exercer son pouvoir, vous serez obligé en fin de compte de discuter avec ceux qui représentent vraiment le peuple palestinien. C'est pour ça que ça m'a pas surpris. Mais pour moi, le plus important, c'est que j'espère que la France comprend la responsabilité, pas sur le Hamas, la responsabilité d'assurer l'union de la communauté internationale qui fera suffisamment de pression sur le Hamas pour reconnaître l'existence de l'État d'Israël, pour arrêter le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme, ce qui permettra, ça ne sera plus un Hamas. Quand le Hamas renoncera à la destruction de l'État d'Israël, reconnaîtra l'existence de l'État d'Israël comme l'État juif et luttera contre le terrorisme, ça ne sera plus le Hamas, ça sera un mouvement qui était terroriste, comme le Fatah arrêté il y a 15 ans, et qui a changé sa politique pour essayer de s'adapter à la nouvelle réalité sur le terrain. Si la pression internationale va continuer, et ça c'est l'importance, la France doit participer à cette pression. S'il va rejoindre la Russie, par exemple, ça risque d'affaiblir la position de la communauté internationale. C'est pour ça que j'espère que malgré ces positions de principe de la France, que je connais très bien, elle va continuer à soutenir la position de la majorité de la communauté internationale. Ça veut dire d'assurer que le Hamas renonce au terrorisme et reconnaisse l'État d'Israël pour permettre des négociations. Nissim Zvili, Infolab vous remercie. Merci.